Chaque année, il prend en charge des volontaires qui veulent aller à la Mecque, une dizaine, une quinzaine de volontaires. Voilà, ça c'est chaque année, depuis 3 décennies. Comment se passe cette sélection-là? Parce que le Mali est un pays très croyant. Mais comment il arrive à prendre des personnes comme ça? Oui, bon, souvent ça pourra être des personnes proches du village. Okay. Souvent, ça peut être seulement des gens qui ont entendu parler de ce qu'il fait comme bien. Voilà, c'est de là qu'on s'était dit, compte tenu de tout ce qu'il est en train de faire, il faut formaliser. En créant une fondation. Parce que là, déjà, tout ce qu'il fait, on peut capitaliser. Et ça peut être aussi une visibilité pour les structures. Parce que chaque fois qu'il y a une donation ou bien une activité sociale, donc les médias sont là, la télévision est là, et on parle de la SAR, on parle de SAR Technologie, on parle de IMS, on parle de AVE+, voilà. Donc c'est pour une visibilité aussi des structures. Parce que comme c'est pour aussi prendre en charge un peu la RSE voilà, du groupe. Bonsoir mesdames, messieurs, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'entretien du jour. Je reçois ce soir Ali Guindo, directeur de la fondation SAER Group, c'est bien ça? Oui, c'est bien prononcé. Bonsoir, merci d'être sur notre plateau de passage à Paris. Merci. On parlera avec vous de la fondation, de vos activités, de vos objectifs pour cette année. C'est quoi SAER? SAER, c'est la Société africaine de réalisation. D'accord. C'est une société qui a été créée en 1993 par un jeune entrepreneur malien du nom de Amadou Didiadje Sankaré. De 1993 à nos jours, l'eau a coulé sous le pont d'une société et maintenant on est à 34 sociétés. Et vraiment, c'est un entrepreneur chaud. Ça a commencé au Mali. Oui. Et vous êtes dans 34 pays aujourd'hui. Non, on a 34 sociétés. 34 sociétés et on est dans 12 pays actuellement. En Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et au Canada. D'où vient cette idée-là de mettre en place SAER? Et puis quels sont ces domaines d'activité pour ceux qui le connaissent pas? Bon, l'idée est venue, comme il l'a dit, il travaillait d'abord, il a commencé par d'abord le gouvernement malien. D'accord. Un jour, au cours d'un entretien, ou bien un Canadien qui est venu au Mali, à l'époque, il était le directeur général de l'Hôtel de l'Amitié. Et là, au cours de leurs entretiens, le Canadien lui dit que lui, il est meilleur dans le privé. Donc maintenant, il a dit qu'il a d'abord des représentants en Afrique. Par exemple, il y a un Tunisien qui a créé Société tunisienne de réalisation. Donc ils peuvent travailler ensemble. C'est comme ça que lui, il dit que non. Lui, au lieu de créer Société malienne de réalisation, lui, il préfère créer Société africaine d'études et de réalisation. Parce qu'il y avait une vision africaine déjà dès le début. Dès le début, il y avait une vision africaine. Tout est parti de là. C'est comme ça qu'il a commencé son entreprise. Et de maintenant, il a commencé par faire les recrutements. Après, il est parti dans les mines. Maintenant, on est dans les assurances, voilà, dans la sécurité, dans l'outsourcing. Voilà, donc c'est comme ça que c'est parti. Moi, j'aimerais bien qu'on reste vraiment encore aux origines. Est-ce que les premiers pas ont été difficiles? Est-ce que les autorités maliennes, c'est le Mali qui accueille d'abord la première structure, l'ont accompagné ou il a rencontré des blocages? Parce qu'on sait que l'entrepreneuriat n'est pas très facile en Afrique aussi. Je dis, vraiment, c'est un monsieur à sa... Bon, comme on le dit souvent, il a eu tellement de difficultés, mais il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais abandonné parce que, bon, de là, il montait dans les taxis, il sautait dans les Sotrama, je veux dire les transports urbains. Et finalement, il s'est procuré sa première voiture. Et de là, il s'est entouré de personnes crédibles jusqu'à ce que la structure est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. C'est l'une des grandes structures du Mali et de l'Afrique. Vous avez posé ma question. Comment les Maliens, déjà, ce que vous rencontrez la plupart du temps, avant, je sais que c'est un peu étendu dans l'Afrique de l'Ouest, mais comment déjà les Maliens l'ont perçu dès sa création et aujourd'hui le perçoivent encore?
Oui, SAER. comme je l'ai dit, les Maliens le perçoivent dans la positivité. Parce que d'abord, c'est après le gouvernement malien, c'est le SAER qui emploie plus de jeunes. C'est le deuxième employeur malien. Wow. Voilà, parce qu'on a plus de 10 000 jeunes dans les mines. Voilà, après le gouvernement malien, c'est SAER qui vient directement pour l'emploi des jeunes. Très bien. Et sur le continent aussi, il y a eu cette facilité de s'installer. Cette facilité, bon, vous avez été accompagné par les chefs d'État, par le gouvernement ou c'est avec le secteur privé que vous êtes entendu? C'est surtout avec le secteur privé. D'accord. C'est comme ça, et de ramifications, SAER est maintenant en Côte d'Ivoire, au Niger, au Sénégal, au Burkina, et en Centrafrique, on est en train au Bénin, et au Canada, on est en train d'aller aussi en Centrafrique. Voilà, donc dans l'Afrique centrale. Et comment jugez-vous l'année 2024 pour SAER? L'année 2024 a été vraiment une année catastrophique parce que vu qu'actuellement le problème politique au Mali, donc il y a une transition qui est en train de se battre comme des beaux diables, mais quand même avec le fait qu'on est isolé internationalement avec la CEDEAO, avec la France qui est partie, tous ceux qui devraient investir au Mali sont en stand-by en attendant quand même qu'ils voient clair par rapport... C'est quand même fort ce que vous dites. Hein. Donc on considère qu'aujourd'hui, cette décision de sortir de la CEDEAO impacte le secteur privé que vous incarnez? Oui, bon, de toutes les façons, nous, on n'est pas politique. Non, vous n'êtes pas politique, voilà, mais est-ce que vous ressentez déjà, vous, les effets? Non, c'est sûr, c'est sûr qu'il y a un effet, c'est sûr qu'il y a un effet, et voilà, donc il faut jouer dans ce truc. Vous vous adaptez? On s'adapte en attendant qu'on ait des lendemains meilleurs. Vraiment, on ne critique pas ce qui se passe, mais nous, notre souhait le plus ardent, qui est une entente. Pour que ceux qui doivent investir au Mali reviennent et pour que nous aussi, vice-versa, qu'on puisse avoir des partenaires extérieurs pour booster notre économie malienne et la SAER. Parlant d'investissement, quelle est la météo, même si on veut faire un peu on veut prendre la température, quelle est la météo d'investissement dans votre pays aujourd'hui? Non, elle est très timide. Elle est très timide parce que, comme je l'ai dit, vous voyez, depuis 2020, vraiment, il y a eu vraiment de l'accalmie. Bon, il y a eu des tiraillements. Les autorités maliennes et les autorités extérieures sont en train de trouver un pourparler pour des lendemains meilleurs pour le pays. Mais jusque-là, il n'y a pas eu quelque chose de concret. Donc, vraiment, ça joue sur le secteur privé. Ça joue vraiment sur le secteur privé. Mais c'est un privé qui est toujours résilient, hein, en dépit de tout. Oui, bien sûr. Bien sûr, et on est optimiste pour le reste. Parce que l'année 2024, il faut le dire, hein, ça a été vraiment une année très, très, très catastrophique pour les entreprises maliennes. Bon, espérons que l'année 2025 apportera de bonheur parce que déjà... il y a des signes qui montrent qu'on va vers de bons chiffres en 2025. Vers le lendemain meilleur, parce que nous déjà, bon, pas pour jeter des fleurs, on est en train déjà d'avoir des bons contacts avec des partenaires extérieurs comme les entrepreneurs chinois, voilà. Donc, beaucoup d'entrepreneurs de l'Afrique de l'Ouest, du Canada, pour qu'ensemble, on voit comment sortir de cette ornière. Vous avez parlé de 2024, mais il y a aussi eu 2020 avec la crise du Covid. Est-ce que vous avez été fortement impacté durant ce moment-là? Bien sûr, comme je l'ai dit, hein, l'impact a commencé depuis Covid. Depuis Covid jusque-là, bon, c'est vrai, il y a une restriction au niveau des entreprises maliennes, mais quand même depuis 2020 jusqu'à nos jours, mais on commence à sortir la tête de l'eau. Et comme je l'ai dit, on espère vraiment que 2025 soit la meilleure année après le Covid. Et c'est justement en parlant de 2025, donc on va parler un peu d'objectifs. Comment vous projetez pour cette année? Quels sont vos principaux objectifs, vos ambitions au niveau de votre entreprise? Voilà, donc là, on a beaucoup parlé de la SAER. Maintenant, pour ce qui est des objectifs de la Fondation, c'est d'abord... C'est différent, hein? Il y a l'entreprise et la Fondation. Voilà, là, on a parlé plus business, maintenant c'est intéressant la Fondation. La Fondation. Donc, comme je l'ai dit, la Fondation a été créée en 2020. D'accord. En 2020, parce que, comme je l'ai dit... bon, je ne m'éternise pas sur son nom, le promoteur même de la structure, c'est un philanthrope. Vraiment, depuis 3 décennies,
il ne fait que ça. C'est-à-dire, s'il y a un vieux qui est malade, qui a des problèmes pour être évacué, il suffit qu'il entend, même si ce dernier ne vient pas à lui, il met les moyens pour l'évacuation, soit dans un pays maghrébin, soit en Europe. S'il entend qu'il y a des orphelins qui ont des difficultés, il met le paquet pour qu'on puisse voir comment aider ces orphelins. Ça, c'est du cœur. Voilà, donc, et sans compter que chaque année, il prend en charge des volontaires qui veulent aller à la Mecque, une dizaine, une quinzaine de volontaires. Voilà, ça c'est chaque année, depuis 3 décennies. Comment s'opère cette sélection-là? Parce que le Mali est un pays très croyant, mais comment il arrive à prendre des personnes comme ça? Oui, bon, souvent ça pourra être des personnes proches du village. Souvent, ça peut être seulement des gens qui ont entendu parler de ce qu'il fait comme bien. Voilà, c'est de là qu'on s'était dit, compte tenu de tout ce qu'il est en train de faire, il faut formaliser en créant une fondation. Parce que là, déjà, tout ce qu'il fait, on peut capitaliser. Et ça peut être aussi une visibilité pour les structures. Parce que chaque fois qu'il y a une donation ou bien une activité sociale, donc les médias sont là, la télévision est là, et on parle de la SAR, on parle de SAR Technologie, on parle de IMS, on parle de AVE+, voilà. Donc c'est pour une visibilité aussi des structures. Parce que comme c'est pour aussi prendre en charge un peu la RSE du groupe, donc des 34 sociétés. Voilà. Très bien, très bien. Et la fondation est aussi installée dans les mêmes pays qui accueillent la fondation est installée à Bamako. Et elle a plusieurs antennes aussi. Bon, présentement, on est en train de faire une ramification pour qu'on ait d'abord des antennes au niveau du pays, avant d'avoir des représentations en Europe, dans les autres pays africains. Bon, c'est dans ce cadre d'ailleurs que je suis là, parce qu'on est en train d'accompagner une structure voilà, pour un film. Et là, profiter également pour prendre des contacts. C'est dans ce cadre déjà que vous êtes passé sur notre plateau. Je suis passé sur votre plateau et passé voir votre président pour voir dans la mesure du possible ce qu'on pourra faire ensemble. C'est l'occasion de... C'est un appel, justement. C'est pour ça que là, je vous laisse... Et l'occasion de le remercier très, très, très sincèrement de m'avoir accordé d'abord cet entretien et d'avoir aussi l'intérêt pour les activités que nous faisons. Parce que, bon, ce n'est pas un engagement formel, mais il m'a dit quand même que si vous avez des activités qui vont dans le développement social et économique des couches... Vous êtes en charge, vous êtes beaucoup engagé aussi dans les ODD, on n'en a pas parlé, les objectifs de développement durable là aussi. Oui. Vous êtes engagé sur ce sujet. Voilà, c'est dans ce cadre même que je parle. Donc voilà, il dit que si vous faites des activités dans ce domaine, nous, on est prêt à vous accompagner pour une visibilité, pour l'Afrique, pour le Mali et pour toute l'Afrique entière. Donc là, au cours de nos échanges, j'ai même fait le compte rendu fidèle à mes supérieurs, le directeur général de la SAR et le président du groupe. Je les ai fait un compte rendu fidèle. Et dans nos activités, comme j'ai eu à le dire, si vous avez vu la petite présentation que j'ai envoyée, il y a la petite enfance. Il y a quelques années, on a pris en compte, en charge, les enfants atteints de bec de lièvre. Le bec de lièvre, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une maladie qui atteint la bouche des petits-enfants. Donc, la bouche est carrément fissurée. Vous voyez les dents au dehors. Donc, vraiment, en collaboration avec une structure philanthrope, on a pris en charge une vingtaine d'enfants dans ce cadre. Et les orphelins, les personnes âgées, les veuves et les orphelins. Et chaque année, au cours du mois de la solidarité également, on a une activité phare qui est de doter des mototricycles à des handicapés. Là également, le tri, c'est fait quoi? On reçoit des demandes, des multiples de demandes au niveau de la fondation et nous trions les demandes à travers la nécessité. Parce que les handicapés, bon, l'autre est plus visible, l'handicapé est plus visible que l'autre, donc à travers le tri, on trie une dizaine, une quinzaine de personnes au cours du mois de la solidarité, qui est le mois d'octobre. On procède à une cérémonie de remise où on appelle les médias et pour la visibilité également des activités de la fondation et du groupe.
Merci beaucoup Ali, vraiment merci pour toutes ces informations, merci pour ce que vous faites aussi pour le Mali et pour l'Afrique. Global Africa Télé Sud sera avec vous, vous accompagnera dans cette initiative, vous pouvez compter sur nous. Merci d'être passé sur notre plateau à l'occasion de votre passage à Paris. Merci à Romain Clicquot demain qui a permis la réalisation de cette émission. Salutations à tous nos amis maliens. Comment on dit au revoir à Bambara? Bambara, Kambe. Kambe, Kambe. Merci beaucoup.